Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelques éléments dont j'aimerais vous faire part. Il y a actuellement une révolution technologique qui est en cours, et vous la connaissez déjà, c'est celle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous l'avez dans votre quotidien, dans votre téléphone, au travail probablement. Elle implique des changements sociétaux qui sont profonds, des changements dans nos modes de pensée et même dans nos modes de vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça et qu'on essaie de voir un peu une mise en pratique. Je vais pas vous parler de modèles, je vais pas vous parler de logique de fonctionnement, donc pas de la théorie qu'il y a derrière, juste du pratique, vous dire pourquoi tout est en train de changer, quels sont les enjeux qu'il y a, et aussi vous dire pourquoi vous devez absolument vous y intéresser. Inspiration. Commençons par les différentes craintes que l'on peut rencontrer lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. L'une des premières craintes évidemment qui émerge, c'est celle du remplacement. L'IA va me remplacer, elle va prendre mon travail. Très honnêtement, c'est fortement possible. L'intelligence artificielle, c'est une rupture technologique qui est très profonde, qui est comparable à l'arrivée des ordinateurs. À l'époque, quand les ordinateurs sont arrivés dans les entreprises, initialement tout se passait sur papier globalement, et les gens, quand ils ont commencé à utiliser les ordinateurs, ils ne faisaient pas confiance aux machines, ils ne savaient pas comment les utiliser bien évidemment, et progressivement, certains ont finalement perdu leur emploi. De la même façon, l'arrivée du mail, lorsque les mails ont commencé à arriver, il y a eu un certain nombre de réticences en disant qu'on ne savait pas ce qu'on envoyait à la machine, on ne savait pas comment la machine les retransmettait ensuite à nos interlocuteurs, qu'on n'arrivait pas à s'y retrouver, qu'on perdait les informations. Et pourtant, aujourd'hui, la majorité d'entre vous, moi y compris, passe une bonne partie de sa journée à envoyer et à traiter des mails. On peut également comparer le changement et la rupture technologique qui est en train de se passer à l'arrivée des calculatrices et plus tard des tableurs, notamment Excel. Autrefois, on faisait notre comptabilité à la main, la calculatrice est arrivée, on s'est dit est-ce qu'on peut lui faire confiance, on sait pas trop comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on est passé à Excel. De la même façon, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Le tableur faisait des choses, on n'était pas sûr des calculs, il fallait tout refaire à la main. Il y a eu des profonds changements dans toutes les entreprises, et pourtant aujourd'hui, l'immense majorité du système financier mondial tient sur les tableurs, tient sur Excel. Si vous voulez, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est comparable donc à tout ça, c'est comparable à l'arrivée des ordinateurs, c'est comparable à l'arrivée d'Internet. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça implique un premier enjeu qui est primordial, c'est que d'un point de vue professionnel, il y a déjà eu de nombreux changements sur le marché du travail, il va y avoir énormément de suppressions de postes. Il y a cet enjeu pour vous de passer du temps à comprendre ce que veut dire l'intelligence artificielle pour votre industrie, pour votre expertise. Et quand je dis passer du temps, c'est-à-dire que vous devez prendre 10 heures, 15 heures, 20 heures et aller vraiment dans le détail de ce que veut dire l'arrivée de l'intelligence artificielle. Vous êtes dans la finance, comment la finance va être changée par l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non, comment elle va changer le milieu, comment elle va changer le métier. De même, si vous êtes un créatif, vous avez probablement déjà été touché par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Autre exemple encore, si vous êtes dans le médical, on peut très bien se dire que l'intelligence artificielle permettra de mieux identifier certaines pathologies, notamment sur les imageries par exemple. On peut se dire aussi que l'intelligence artificielle permettra de mieux orienter les patients grâce à un nombre de données et une expérience que le médecin n'a pas forcément, qui pourra avoir maintenant du bout des doigts. Il faut comprendre que tout ça, c'est des changements qui sont profonds. Vous avez l'obligation de vous adapter. Parce que c'est absolument horrible à dire, mais le marché se fiche complètement de ce que vous pensez. Donc le marché se régulera tout seul, et le marché se régulera avec cette rupture technologique, que vous soyez content ou non. Donc, pour éviter, ou du moins pour essayer d'amoindrir l'impact que pourrait avoir l'intelligence artificielle sur votre métier, il faut réussir à comprendre comment celle-ci va l'impacter, et ensuite réussir à s'y adapter. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, que ça n'implique pas énormément d'autres questionnements, mais il faut pouvoir faire face à cette rupture technologique. De la même façon, pour comprendre un peu ce que ça veut dire, il faut se dire que l'IA c'est un peu comme une calculette pour les mots et les idées. Évidemment, vous allez avoir une perte de compétences, mais l'enjeu, c'est finalement le mode de pensée qu'il y a derrière et la faculté d'adaptation que vous aurez en faisant de l'intelligence artificielle un vrai outil pour votre travail. Au sujet de la destruction des emplois, il y a quelques petites choses que je n'ai peut-être pas citées. C'est vrai que l'ensemble du marché est bouleversé. Aujourd'hui, on a des entreprises comme Shopify qui font des mémos internes qui disent que
Tous les nouveaux recrutements doivent être faits uniquement si on s'assure qu'une intelligence artificielle n'est pas capable de faire le métier de la personne que l'on souhaite recruter. Autrement, aucun intérêt. Un autre exemple, on a une radio australienne qui a pendant plusieurs mois géré en live la radio, géré en live une émission, dont les interactions avec les auditeurs de la radio. Et ça, évidemment, les auditeurs n'étaient pas au courant. Mais ce qui veut dire que derrière, on n'a pas de personnes qui gèrent l'émission directement, on n'a plus d'humains qui gèrent l'émission à proprement parler. Effectivement, ça pose question. Certains argumentent le fait que ces intelligences artificielles nous permettront de travailler moins. Alors personnellement, j'y crois absolument zéro. Si on prend l'histoire depuis la révolution industrielle, le fait est que on travaille toujours et on travaille autant, dans des conditions bien sûr qui sont différentes et des conditions matérielles, etc. Cela étant dit, ne croyez pas que vous arrêterez complètement de travailler grâce à une intelligence artificielle descendue de je ne sais quel labo de start-up de je sais pas où. Ça n'arrivera pas. Le seul enjeu que vous aurez, c'est de rester employable et suffisamment employable avec un niveau d'expertise qui est intéressant par rapport à des intelligences artificielles qui pourraient faire la même chose beaucoup plus rapidement, avec potentiellement des erreurs moindres et surtout pour un coût bien inférieur. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que, à titre personnel, vous avez une vraie plus-value qui est phénoménale, c'est celle du rapport à l'humain. C'est ce qu'on appelle finalement toutes les fameuses soft skills, c'est que vous connaissez vos clients, vous connaissez votre boss, vous connaissez vos collègues, ou plus largement, vous connaissez vos interlocuteurs. Donc ça va être à vous d'adapter, si vous utilisez les intelligences artificielles comme étant un outil de production, à vous d'adapter ce qui vous est proposé par rapport à l'interlocuteur que vous avez en face. Et c'est surtout cet aspect d'intelligence émotionnelle que vous pouvez vous démarquer. Évidemment, à nouveau, il faudra faire le gap avec la partie technique que l'intelligence artificielle vous permettra ou non de combler. Mais vous avez tout le pouvoir en main sur la partie émotionnelle, relationnelle, et c'est hyper important. Le deuxième point, la deuxième réticence qui est souvent rencontrée, c'est la question de l'accessibilité. On ne devrait absolument plus rencontrer cette réticence, notamment depuis fin 2022 avec l'ouverture au commun des mortels dont je fais partie, des modèles d'intelligence artificielle générative. C'est extrêmement simple aujourd'hui et même votre grand-mère peut aller sur ChatGPT et s'amuser à générer un chat qui fait des crêpes par exemple. Donc l'accessibilité n'est absolument pas un sujet, il suffit de se connecter sur les différentes applications, souvent gratuites, et de commencer à les utiliser pour comprendre à quel point c'est très intuitif. Bien évidemment, il y aura des résultats qui seront variables en fonction de la demande qu'on fait et de ce qu'on en attend. Cela étant dit, ça reste très accessible. Un troisième point qui remonte souvent, c'est la question de la fiabilité. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce que nous ressortent les intelligences artificielles, notamment les intelligences artificielles génératives? A priori, oui, mais il va vous falloir utiliser votre cerveau parce que la fiabilité des résultats peut parfois être mise à mal selon les modèles et selon ce qu'on leur demande. Donc, vous devez vous assurer d'avoir des sources derrière qui soient sérieuses. C'est à vous finalement de savoir comment utiliser ce qui vous est proposé comme résultat. Un peu d'équilibre, de raison, de recul et un soupçon d'esprit critique devrait largement vous permettre de vous en sortir. Je vous ai cité 3 grands enjeux, il y en a beaucoup d'autres. Je pense notamment à la question des droits, parce qu'une intelligence artificielle, pour qu'elle fonctionne, il faut une tonne de données pour entraîner les modèles. Et évidemment, ça veut dire qui a la propriété sur les données qui sont utilisées. Je vais pas m'appesantir sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un sujet primordial, notamment pour la question des propriétés intellectuelles liées aux artistes, dont on parlait un petit peu plus haut. Dans les autres enjeux existants, je l'ai évoqué un peu plus haut, il y a le coût en termes de façon de penser et d'intellect. Beaucoup se disent qu'on va avoir une réduction de la façon de penser et de la façon de penser complexe. J'ai envie de répondre oui. Oui, c'est très probable. Mais c'est la raison pour laquelle il vous faut continuer à la développer par d'autres moyens. Vous le savez évidemment ici dans le podcast, on vous recommande fortement la lecture, ou alors utiliser l'intelligence artificielle comme un outil justement pour renforcer cette pensée complexe. Et on viendra un petit peu plus tard à ce point-là dans la seconde partie de mise en pratique. Un des autres enjeux qu'il y a, c'est évidemment le coût environnemental et énergétique qui est phénoménal. Là encore, on pourrait en parler longuement. Et enfin, un dernier point, le questionnement philosophique. Parce que au-delà de ce que veut dire d'un point de vue professionnel ou même personnel l'intelligence artificielle, ça veut potentiellement arriver à quelque chose où on a une
capacité créatrice qui est extrêmement restreinte par rapport à ce que des modèles informatiques finalement nous proposent de premier jet, et que toute l'idéation, toute la réflexion que l'être humain est capable d'amener sur les sujets de créativité pourrait être amenée à un niveau zéro. Il faut bien imaginer, c'est ce que nous dit Alexandre Astier, qui est auteur, réalisateur, etc., j'en passe. Ce que nous dit Alexandre Astier, c'est qu'on va arriver à un moment où on va potentiellement être ému aux larmes par une intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'une intelligence artificielle, elle prend ce qu'on lui donne en modèle et elle nous ressort ce qu'on lui demande par rapport à ce qu'on considère comme étant beau ou moche. Typiquement, vous donnez à l'intelligence artificielle des morceaux de Mozart, de Bach et autres en leur disant « ça, ce sont des chefs-d'œuvre et ça, c'est extrêmement émouvant et on l'adore ». Ensuite, vous demandez à une intelligence artificielle de produire de la musique qui soit un chef-d'œuvre, qui soit émouvant et qu'on adore. Eh bien, évidemment qu'à un moment donné, on aura une intelligence artificielle capable de nous émouvoir aux larmes, que ce soit en musique, que ce soit en cinématographie ou autre. Et ça pose un vrai questionnement philosophique. Ça va changer notre rapport à l'art, ça va changer notre rapport à la créativité, donc ça questionne fortement. Bon, en vrai, il y aurait encore plein de choses à dire, mais je voulais quand même vous parler de ces quelques points qui sont essentiels sur les questionnements qu'on a par rapport à l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais essayer de vous parler de mise en pratique, parce qu'on a effectivement tous ces questionnements-là, il y en a une partie pour lesquelles on peut avoir des réponses, d'autres moins. Essayons de proposer une réponse sur la partie apprentissage. En termes de mise en pratique, comment on utilise l'intelligence artificielle pour apprendre ou pour continuer à apprendre ? Déjà, premier point, qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative ? Je vous en propose une brève définition. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à un ordinateur, à des machines, à des algorithmes de proposer du contenu, du texte, des images, du son, du code, de la vidéo par rapport à ce qu'on lui a demandé initialement, ce qu'on lui a posé comme question. C'est ce qu'on appelle des prompts. Et en fait, sur la base des données qui sont enregistrées dans le modèle, l'intelligence artificielle générative va nous générer, c'est dans le nom, une réponse avec des créations supposément nouvelles, mais qui sont inspirées finalement de toutes les données que le modèle contient à la base. Bon, évidemment, je me suis basé, vous vous en doutez, sur une intelligence artificielle générative pour vous proposer une partie de cette définition. Mise en pratique. Imaginez que vous souhaitez apprendre un sujet, que ce soit le climat, que ce soit de la biologie, que ce soit une langue un peu difficile. Comment on fait pour apprendre grâce à l'intelligence artificielle générative ? La première étape, elle est très simple, c'est de vous définir un objectif. C'est comme partout. C'est-à-dire que on veut savoir où on va. Est-ce que vous voulez juste explorer ? Est-ce que vous voulez avoir une expertise très spécifique ? Est-ce que vous voulez un plan d'apprentissage ? Est-ce que vous avez juste un exposé à faire ? Est-ce que vous avez un horizon temporel à respecter, etc., etc. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, il y a un sujet sur lequel je souhaitais monter en compétence dans un laps de temps assez restreint, c'est les biotechnologies. C'est un truc très technique. J'avais des bases, mais il fallait que je le pousse pour une obligation professionnelle, donc je me suis tourné vers l'intelligence artificielle. L'étape numéro 2, ça va être de choisir le bon outil. Est-ce qu'on veut quelque chose, par exemple, qui nous génère du texte, du visuel, comme ChatGPT, comme Gemini et d'autres ? Est-ce qu'on veut quelque chose qui va nous lister des grands points en lien avec des ressources, comme par exemple peut le faire Perplexity ? Est-ce qu'on veut une génération d'un audio, d'un podcast, à partir d'un corpus de documents qu'on intégrerait et qui nous permettrait d'avoir finalement sur le sujet donné un audio de quelques minutes pour comprendre ? C'est ce que par exemple permet de faire Notebook LM. Est-ce qu'on veut une appli qui réponde de façon audio quand on lui parle et qui permette de corriger ce qu'on lui raconte ? De la même façon, il y a des outils qui permettent de faire ça. Donc, on choisit le bon outil. Dans mon cas, je me suis très simplement tourné vers ChatGPT, ça suffisait amplement. La troisième étape, c'est d'explorer les différents concepts. Mais là, on simplifie, on dit qu'on utilise ChatGPT. Donc l'idée, dans cette étape-là, c'est d'explorer les concepts. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être on peut demander à notre IA d'avoir une explication d'un concept clé en particulier. Ou alors, sur votre sujet, par exemple les biotechnologies, vous demandez à ChatGPT de vous expliquer les 15 choses, les 15 concepts à maîtriser pour atteindre le niveau X, Y ou Z. La quatrième étape, tout simplement, c'est à vous de voir et maintenant c'est littéralement à vous de jouer. Parce que ça dépend de vos objectifs. C'est à vous de bosser, vous pouvez soit reprendre la liste des concepts qui vous ont été donnés
et lui demander d'approfondir chacun des sujets de façon très précise. Ou alors, vous souhaitez juste avoir des explications simplifiées, mais qui permettent un peu de comprendre le cœur des différents concepts. Ou alors, peut-être, en fonction de votre objectif, que vous souhaitez avoir un plan d'apprentissage détaillé, jour par jour, pour avoir un certain niveau. Peut-être que vous souhaitez avoir des exercices avec des quiz et les bonnes réponses, bien sûr, qui vous seront données progressivement, etc., etc. Ça peut être une bonne façon de fonctionner que de fonctionner de façon itérative. C'est-à-dire que point par point, étape par étape, on va y aller progressivement, en complexifiant au fur et à mesure et finalement en approfondissant à chaque fois. Je reprends mon fil rouge en exemple sur les biotechnologies. En fonction des concepts qui m'avaient été ressortis, il y avait un certain nombre de technologies et de manipulations génétiques que je me devais de maîtriser. Il y en avait un certain nombre que je connaissais, d'autres que je maîtrisais moins, et donc à partir de ces sujets-là, je suis allé creuser pour finalement approfondir. Ça, c'est ce que je vous recommande, toujours en mettant en lien avec des sources qui soient vérifiables bien sûr, sinon on rejoint ce qu'on disait en partie numéro 1, la fiabilité, ça tombe à l'eau. Vous pouvez avoir intérêt à faire le lien entre plusieurs solutions. Par exemple, vous avez votre intelligence artificielle qui vous a généré un certain nombre d'informations. Maintenant, ce que vous souhaitez faire, c'est travailler régulièrement sous format de flashcards. Donc vous allez peut-être lui demander de générer des flashcards pour ensuite les intégrer sur Anki, Quizlet ou autre. Vous pouvez peut-être mettre en place des liens dans Notion pour faire de la prise de notes et avoir des informations sur le plus long terme, etc., etc. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'intelligence artificielle, ça reste vraiment un outil. C'est à vous de le prendre en main, de l'utiliser et de l'adapter à vos besoins. Typiquement, si votre objectif de départ, il n'est pas défini, vous n'en ressortirez avec rien, ou alors vous allez juste un peu patauger dans la mare et puis vous finirez par vous noyer. Ça n'a aucun intérêt. C'est vous qui connaissez ce que vous recherchez, ce que vous cherchez à atteindre de cette façon, et c'est à vous d'adapter les prompts, les fameuses questions, comme vous voulez le faire. Je reprends un exemple. Si vous avez juste besoin de comprendre certains concepts, vous pouvez faire un prompt où vous lui dites à ChatGPT ou à d'autres, résume-moi comme un enfant de 10 ans les concepts de la physique quantique. Parce que vous aurez écouté notre épisode sur la physique quantique, il était cette fois la révolution, et ça vous fascine. Vous pouvez lui demander, génère-moi un quiz de niveau Bac+5 sur l'histoire de la Corrèze à l'époque médiévale. Vous pouvez lui demander, propose-moi des exercices progressifs sur les équadifs à 2 variables. Ça n'a absolument aucune importance, c'est à vous de prendre les choses en main et d'utiliser cet outil. Bon, maintenant, quels sont les avantages ? Je pense que vous l'avez quand même relativement compris. Le gain de temps et l'efficacité, à la fois sur les sources à chercher, mais aussi sur la synthèse de ces mêmes sources, sur la correction des exos, sur les erreurs classiques que vous pourriez rencontrer. Bien évidemment, on a un engagement qui est un petit peu plus sympa si les formes d'apprentissage traditionnelles vous ennuient. Moi, à titre perso, j'aime bien apprendre avec des livres en faisant des exos, etc. C'est un complément, mais peut-être que vous, c'est l'inverse et que vous passeriez plutôt par l'intelligence artificielle générative comme fonction première. Un avantage qui est hyper important, c'est l'ultra-personnalisation de votre apprentissage. Vous pouvez avoir des retours en temps réel, en fonction évidemment des solutions que vous choisissez d'utiliser, avec des exercices qui sont vraiment adaptés à votre niveau, en fonction des ressources, je le disais tout à l'heure, vous avez des chatbots, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs langues de travail, vous pouvez avoir une IA qui vous trouve les bonnes ressources qui vous parlent à vous, vous pouvez avoir des analogies en fonction des thèmes qui vous parlent et que vous appréciez, vous pouvez avoir une personnalisation en fonction des formats d'apprentissage qui vous conviennent. J'ai parlé des audios avec le podcast, ça peut être de l'écrit, ça peut être du visuel ou du renvoi vers d'autres ressources qui vous conviennent également. Autre chose, vous avez bien sûr l'analyse des résultats, avec des patterns d'erreurs qui sont pas forcément évidents à identifier quand c'est vous qui faites vos propres corrections, mais qui potentiellement, via l'IA, peuvent être identifiés et vous permettent de savoir sur quelle aire d'apprentissage il faut que vous vous renforciez en fonction du sujet que vous avez choisi. En conclusion, l'intelligence artificielle, il y a des enjeux qui sont énormes, avec des vrais questionnements, des questionnements philosophiques, et on est obligé de les prendre en compte. Il y en a un certain nombre sur lesquels je suis allé un petit peu vite, mais c'était pas l'objectif de vraiment creuser aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'avoir une réponse immédiate sur ces questionnements-là, et de vous dire, oh là là, c'est formidable, tout est formidable dans l'IA, etc., etc. On n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a une partie non négligeable avec un gain qui est intéressant.
Et concrètement, si vous adorez, je sais pas, faire quelque chose à la main au boulot, continuez à le faire, c'est pas un souci. Mais par contre, si ça vous fait chier, si ça vous fait perdre du temps, peut-être que là, avec l'IA, vous avez un outil qui vous permet de prendre en main ces sujets-là, d'automatiser cette fonction-là que vous n'avez pas envie de faire, et vous faire gagner du temps pour faire ce qui vous tient vraiment à cœur, et vous mettre plus d'énergie dans la partie relationnelle, humaine, et sur l'expertise qui vous sied. Le message de cet épisode, c'est de se rendre compte que c'est vraiment une technologie qui change absolument tout. On verra comment ça évolue, bien évidemment. Là, je vous fais l'épisode en mai 2025, on verra ce que ça donne plus tard. Mais quoi qu'il en soit, moi je vous encourage vivement à l'essayer. L'idée, c'est de se dire que cette semaine, vous choisissez un outil et vous allez jouer. Allez essayer ces outils-là. Sans commencer à faire des plans d'apprentissage hyper élaborés, peut-être que la première étape, c'est juste de poser des questions sur un sujet que vous connaissez déjà, pour voir un peu comment il répond, pour voir comment finalement fonctionnent un peu ces outils-là, et vous explorer pour vos sujets, que ce soit pour votre industrie ou pour vos envies d'apprendre. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours, n'hésitez pas à partager cet épisode, notamment aux gens qui ne connaissent pas particulièrement l'intelligence artificielle ou qui ont de petites appréhensions. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.